Je suis entré par la porte de service, badge volé, capuche basse, démarche neutre. La défense ne dort jamais vraiment. Les tours restent éclairées comme des aquariums de verre. À 2h17, le hall du siège de Valmont Industries était vide, sauf le vigile qui regardait BFM Business sans le son. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas hésité. Les caméras avaient un angle mort de 3 secondes entre l'ascenseur B et le couloir des archives. Je l'avais mesuré 2 semaines plus tôt depuis un café au CNIT avec un plan imprimé et un stylo noir. Le 19e étage sentait le plastique neuf et les contrats signés. Les bureaux étaient alignés comme des cellules. Les noms sur les portes étaient ceux que je connaissais par cœur. Direction financière. Salle 19C. Le code avait changé. Normal, les dirigeants changent tout, sauf leurs habitudes. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application Miroir, branché la micro-caméra sur la tranche de la serrure. 4 chiffres. Les doigts laissent-moi toujours une chaleur. 2, 7, 0, 4. La porte a cédé sans bruit. À l'intérieur, tout était clinique. Écran noir, dossiers empilés, odeur de papier sec. Sur un mur, une photo encadrée, François Delcourt, sourire parfait, costume bleu nuit, décor de plateau télé. Je l'ai vu la veille sur France 2. Interview sur l'excellence française, la compétitivité, la souveraineté industrielle. Les journalistes acquiesçaient. Ils parlaient comme un ministre. Je me suis approché du poste principal. J'ai inséré la clé USB. Le système a demandé un identifiant. J'ai tapé celui d'un contrôleur interne recruté il y a 6 mois. Son mot de passe était le prénom de sa fille, suivi de l'année de naissance. Les gens aiment croire que leur vie privée est invisible. Accès accordé. Les fichiers étaient là. Flux-bas, Q4-bas, luxembourg.xlsx, transfert-bas, suisse-bas, confidentiel.pdf, commission-bas, intermédiaire-bas, marseille.docx. Je n'ai pas ouvert par curiosité, je cherchais une ligne précise, un compte tampon, une société écran, un montant, 4 800 000 euros. Je l'ai copié. Puis j'ai ajouté autre chose, un document que j'avais préparé, une fausse facture interne, une validation électronique. Signature, François Delcourt. Je l'ai placé dans le répertoire des audits, pas sur le bureau, pas dans la corbeille, dans le flux, comme si elle avait toujours été là. Je me suis déplacé vers l'armoire métallique. Les dossiers physiques d'y comptaient encore dans ces entreprises. La France aime les preuves en papier. J'ai trouvé la chemise bleue, opération nébuleuse. À l'intérieur, des courriers avec en tête des tampons, des initiales, tout ce qu'il fallait pour construire une réalité administrative. J'ai glissé une page supplémentaire, imprimée la veille, dans un centre de reprographie à Nanterre. Une page qui liait Delcourt directement à une structure offshore. Je l'ai remise exactement au même endroit. À 2h41, j'ai effacé mes traces, pas toutes, seulement celles qui comptaient en. En sortant, je me suis arrêté devant l'écran du hall. Delcourt apparaissait encore. Boucle d'information continue. Un capitaine d'industrie respecté, disait le bandeau. Le vigile n'a pas levé les yeux. Dehors, le vent passait entre les tours. Les néons reflétaient une ville qui oublie vite les noms. Le mien avait déjà disparu. Officiellement, j'étais un manager déchu, licencié pour faute grave, radié des réseaux, plus invité aux conférences, plus mentionné dans les organigrammes. Dans les fichiers internes, mon accès avait été supprimé. Dans la réalité, j'étais encore là. Je suis monté dans un taxi, direction un immeuble discret près de la place de l'Étoile. Pas mon ancien appartement, un studio loué sous un autre dossier, un autre numéro fiscal, une autre existence. Mon téléphone a vibré. Un message court provenant d'une adresse professionnelle. Bienvenue chez Asterion Conseil, votre mission commence lundi. Asterion, le cabinet rival, le seul assez proche de Valmont Industries pour voir ses fissures de l'intérieur. Le seul où Delcourt envoyait ses dossiers sensibles. J'ai regardé l'heure. 2h58. Je n'étais pas en fuite. J'étais déjà revenu dans son écosystème sous un nom qu'il ne connaissait pas encore. Et lundi, je serais à moins de 10 mètres de lui. Sans qu'il comprenne que la première pièce venait d'être posée. Le taxi a traversé Paris en silence. Je savais déjà quel visage il ferait quand la réalité commencerait à se défaire. Je l'ai noté mentalement comme un détail logistique. Puis mon téléphone a vibré une seconde fois. Un autre message. François Delcourt souhaite vous rencontrer personnellement dès votre arrivée. Je n'ai pas bougé. Je me suis seulement demandé combien de temps il lui restait avant de reconnaître ma voix. Je me suis présenté au rendez-vous avec 3 minutes d'avance. L'accueil d'Asterion Conseil était conçu pour impressionner sans excès. Marbre clair, silence contrôlé, écran diffusant des courbes de marché. À l'entrée, une hôtesse a prononcé mon nouveau nom sans hésitation.
Monsieur Renaud Le Maire. Je n'ai pas corrigé, je n'ai pas confirmé. J'ai simplement tendu ma pièce d'identité falsifiée, plastifiée avec soin. Elle a scanné le document, un bip discret, accepté. Au mur, des articles encadrés des Échos et du Figaro Économie, des photos de dirigeants serrant des mains ministérielles. La France corporative aime se voir comme une aristocratie rationnelle. Un badge temporaire a glissé sur le comptoir. Le bureau de M. Delcourt vous attend au 12e. Ascenseur privé, je suis monté seul. Mon reflet dans les parois métalliques était neutre. Costume gris, chemise blanche, pas de cravate, un consultant parmi d'autres. La porte s'est ouverte sur un étage feutré. Moquette épaisse, odeur de café filtré. Derrière une vitre, Paris semblait distant, presque décoratif. Son assistante m'a fait signe. Il est disponible. Je suis entré. François Delcourt était debout, face à la baie vitrée. Même posture que sur les plateaux télé. Dos droit, main jointe derrière lui, comme s'il surveillait un territoire. Il s'est retourné, son regard a glissé sur moi avec précision, comme un scanner humain. Il a souri. Renaud Le Maire, excellent profil. Je me suis assis quand il me l'a indiqué. Il n'y avait pas de spontanéité ici, tout était protocole. Il a parlé de synergie, de croissance externe, de gestion des risques réputationnels. Il prononçait ces mots comme des outils. Sur son bureau, une pile de dossiers. Parmi eux, le logo de Valmont Industries. Je n'ai pas fixé trop longtemps. J'ai seulement noté l'ordre des feuilles, l'épaisseur, les annotations au stylo bleu. Il a ouvert un dossier. Vous allez travailler sur un sujet sensible. Il a marqué une pause calibrée. Une opération de restructuration. Une situation délicate, impliquant des audits, des flux internationaux. Je l'ai regardé sans changer de posture. Il a ajouté « Je veux des gens fiables ». Le mot « fiable » signifiait autre chose ici. Il a fait glisser une feuille vers moi. Une clause de confidentialité renforcée. Un engagement pénal, une mention du parquet national financier. Je l'ai signé. Son sourire n'a pas bougé. Parfait. Il s'est rassis, puis comme si c'était un détail administratif. J'ai connu quelqu'un autrefois qui occupait un poste similaire au vôtre, chez Valmont. Je n'ai pas répondu, il a continué. Brillant, prometteur. Ses doigts ont tapoté la table. Il a disparu. Je l'ai entendu respirer, lentement. On dit qu'il a commis des erreurs. Je n'ai pas corrigé. Le silence s'est installé entre nous comme un contrat supplémentaire. Delcourt a penché légèrement la tête. Vous savez, dans ce milieu, les carrières se détruisent, sans bruit. Je l'ai regardé, mon pouls est resté stable. Il s'est levé, a contourné son bureau, s'est arrêté derrière moi à une distance calculée. Je n'aime pas les surprises. Sa voix était basse, je n'ai pas bougé. Puis il est retourné à sa place. Bienvenue chez Asterion. La réunion s'est terminée à 9h12. En sortant, j'ai traversé l'open space. Des consultants tapetant sur leur clavier comme des opérateurs de centrale. Personne ne levait la tête. Ici, on existait par les livrables. À mon nouveau bureau, un ordinateur déjà configuré. Première notification, accès au dossier Valmont. Deuxième notification, invitation à un dîner privé, vendredi, restaurant étoilé à Passy. Présence de journalistes économiques. Delcourt aimait contrôler les récits autant que les chiffres. J'ai ouvert ma messagerie, un email interne envoyé à un cercle restreint. Objet, incident ancien, dossier clos. Pièce jointe, un rapport PDF. Mon nom d'avant y apparaissait. En gras, avec une mention « Scapegoat idéal ». Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis contenté de noter l'heure exacte. 9h27. Il n'avait jamais vraiment effacé mon existence. Il l'avait archivé. Et Delcourt venait de me placer, volontairement, au centre de ses flux sensibles, comme s'il voulait vérifier quelque chose, ou comme s'il savait déjà. Je suis resté immobile devant l'écran. Puis une nouvelle notification est apparue. Accès accordé à un dossier supplémentaire, non répertorié. Nom du dossier, nébuleuse, origine. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai seulement compris que la trappe pouvait aussi se refermer sur moi. Je l'ai ouvert à 23h48, seul, dans le studio. Pas depuis le réseau d'Asterion. Depuis une machine intermédiaire, un tunnel chiffré, une adresse IP louée en Estonie. Les entreprises françaises croient encore que la cybersécurité est une ligne budgétaire. Le dossier contenait peu de fichiers, trop peu. Un PDF scanné, 2 échanges de mails, un tableau de virement. Le PDF portait un en-tête interne de Valmont Industries. Note de conformité, opération nébuleuse. En bas, une signature, François Delcourt. Je n'ai pas lu comme un récit, j'ai lu comme un mécanisme. Date, 14 février. Montant, 12 300 000 euros.
Destination, Luxembourg. Société bénéficiaire, Luxhaven Holding. Je connaissais ce nom. Je l'avais déjà vu dans les archives du 19e étage la nuit de l'intrusion. Je l'avais placé là où il fallait. Mais ici, dans ce dossier caché, il apparaissait avec une autre annotation. Origine, initiative du directeur financier adjoint. Le directeur financier adjoint, c'était moi avant. Le piège n'avait pas été improvisé. Il avait été construit avec une patience administrative. Je suis allé à la deuxième pièce jointe, un échange de mails. De Delcourt, à cabinet d'avocat, Paris 8e. Il faut un fusible, un profil crédible, quelqu'un qui a déjà accès au flux. Réponse, votre adjoint est parfait. Il n'a pas de réseau médiatique, il tombera seul. Pas de colère, pas de phrase intérieure. Seulement un détail. Mes doigts ont cessé de bouger sur le clavier pendant 3 secondes. Puis j'ai repris. Je suis retourné au présent. Chaque journée chez Astérion était un couloir vers lui. Je notais tout. Les horaires de Delcourt, les trajets de son chauffeur, les noms des journalistes qu'il appelait directement, les restaurants où il aimait être vu. Il parlait souvent de transparence en réunion. En parallèle, je construisais un second organigramme, celui des comptes. J'ai infiltré sa boîte mail via un relais interne. Un consultant junior avait cliqué sur un faux lien LinkedIn. À 8h14, j'avais ses identifiants. À 8h19, j'étais dans les échanges. Delcourt utilisait des phrases courtes. Faites passer ça. Pas de traces. On gère. Les virements partaient train de Paris, transitaient par Genève, ressortaient à Luxembourg, revenaient en France sous forme de conseils stratégiques. Les institutions françaises apparaissaient comme des décors. Banque privée avenue Hoche, notaires à Bordeaux, cabinet fiscal à Lyon. Tout était légal sur la forme. Tout était construit pour ne jamais être lu à voix haute. Je n'étais pas seulement spectateur. À 2h03, j'ai envoyé un message anonyme depuis une adresse chiffrée. Ah, journaliste économique Mediapart. Regardez Valmont Industrie, dossier nébuleuse, Luxembourg, signature Delcourt. Pas de menace, pas d'insistance. Un fait. Le lendemain, j'ai déplacé un objet dans son bureau. Un cadre photo légèrement décalé. Pas assez pour être remarqué consciemment. Assez pour provoquer une micro-hésitation. Une semaine plus tard, un document interne a fuité dans un circuit contrôlé. Un extrait incomplet, un montant tronqué, un nom absent. Delcourt a commencé à appeler plus souvent son assistante. Il demandait « Qui a accès à ça ?» Personne ne répondait avec certitude. La paranoïa n'a pas besoin de preuves complètes. Elle se nourrit des incohérences. Je continuais. Je me suis arrangé pour qu'un dossier apparaisse sur son bureau un matin sans qu'il sache qui l'avait posé. Une chemise grise. Titre « Audit interne, flux atypique ». Il l'a ouverte devant 2 directeurs. Il a refermé aussitôt. Ses doigts ont serré le bord du dossier. Il a dit calmement « Ce n'est pas le bon document ». Personne n'a contesté. Mais son regard a changé. Il a commencé à suspecter son entourage. Un rival chez Valmont. Un employé frustré. Un commissaire aux comptes. Pas moi. Je n'existais plus officiellement. Puis, un soir, en sortant du siège d'Astérion, j'ai remarqué une voiture garée en double fil. Un modèle banal. À l'intérieur, un homme lisait un journal sans tourner de page. Je me suis arrêté à 3 mètres. Il a levé les yeux. Il m'a observé comme on vérifie une photo. Je suis passé sans accélérer. Le lendemain, Delcourt a convoqué une réunion restreinte. Seulement 4 personnes. Il a fermé la porte lui-même. Quelqu'un joue avec nos flux. Silence, puis il a ajouté, très bas, quelqu'un qui connaît Nébuleuse de l'intérieur. Son regard s'est posé sur moi une fraction de seconde trop longue. Je n'ai pas bougé. Mon badge indiquait toujours Renaud Le Maire. Mais dans son esprit, une autre silhouette venait de se superposer. À 19h06, j'ai reçu un message sur ma messagerie personnelle. Pas professionnelle, personnelle. Aucun expéditeur identifié. Seulement une phrase « Je sais que vous êtes revenu ». Je suis resté devant l'écran. J'ai noté l'heure. Et j'ai compris que le piège fonctionnait dans les 2 sens. À partir de ce moment, Delcourt a cessé de sourire en public avec la même facilité. Sur les plateaux, il gardait la posture. Costume impeccable. Langage maîtrisé. Mais ses pauses étaient plus longues. Ses phrases plus courtes. Dans les couloirs d'Astérion, il demandait des comptes. Pas à voix haute. Toujours en aparté. Je suivais la dégradation comme un tableau de bord. Premier indicateur, son cercle. Il a commencé à exclure. Un directeur juridique mis à l'écart, un responsable conformité déplacé sur un dossier secondaire, un conseiller externe brusquement remercié.
Il appelait cela réorganisation. En réalité, il cherchait un coupable visible. Je lui ai fourni plusieurs options. Un faux échange de mails glissé dans un fil existant, mentionnant un cadre rival. Une note interne anonyme suggérant une trahison au sein du comité exécutif. Chaque pièce était plausible. Chaque pièce renforçait l'idée qu'il était entouré d'ennemis. Delcourt s'est mis à croire à une guerre. Je n'avais pas besoin de le convaincre. Je devais seulement lui donner de quoi structurer sa paranoïa. Deuxième indicateur, sa vie privée. Il parlait rarement de sa famille. Mais ses habitudes étaient connues. Appartement avenue, Foch, dîner hebdomadaire dans un cercle fermé. Une compagne, discrète, jamais citée dans la presse. J'ai trouvé son nom dans une facture. Cabinet psychothérapie, Neuilly-sur-Seine. Montant 180 €. Récurrence mensuelle. Je n'ai pas commenté, j'ai classé. Puis j'ai envoyé une invitation. Un simple email signé d'un faux journaliste. Madame, nous préparons un portrait de Monsieur Delcourt. Nous aimerions évoquer certains aspects plus intimes de sa trajectoire. Elle n'a pas répondu. Mais Delcourt a découvert le message. Le lendemain, il a annulé 2 rendez-vous. Il a passé 26 minutes enfermé dans son bureau. Troisième indicateur, la confiance. Lors d'une réunion, un associé d'Asterion a présenté une synthèse des risques. Delcourt a interrompu. Qui a écrit ça ? Le consultant a répondu. Delcourt a demandé. Vous en êtes sûr ? Le consultant a répété. Delcourt a insisté. Je veux la version originale, pas celle que vous me montrez. Silence. Les regards se sont baissés. Il n'y avait plus de normalité, il y avait une inspection permanente. Je suis resté en périphérie, utile, calme. Je proposais des solutions. On peut renforcer les accès. On peut limiter les flux. On peut auditer les audits. Il acquiesçait. Il me gardait proche, plus proche que nécessaire. Un soir, il m'a demandé de rester après le départ des autres. La défense était sombre. Les vitres reflétaient d'infter des bureaux vides. Il a fermé la porte. Le maire. Je l'ai regardé. Il a sorti un dossier. Un dossier papier, sans logo, sans mention officielle. Il l'a posé entre nous. Je veux que vous lisiez ça. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Il a ajouté « Vous êtes nouveau, vous n'avez pas d'attache dans ce milieu. » Il a marqué une pause. « Vous êtes donc fiable. » Le mot revenait. J'ai ouvert. À l'intérieur, des copies. Des documents judiciaires. Mon ancien licenciement. Les accusations. La note interne me désignant comme responsable des flux. Delcourt m'observait. « Vous avez entendu parler de cette affaire ?» Je n'ai pas répondu trop vite. « Oui, de loin. » Il a hoché la tête. Cet homme, il a disparu. Il a penché légèrement le visage. On ne disparaît jamais complètement. Ses doigts ont tapoté le dossier. Quelqu'un remue ça. Je l'ai regardé, il a continué. Je veux savoir si c'est lui. Le silence était dense. Je n'ai pas bougé. Il s'est levé, a contourné le bureau, s'est arrêté derrière moi. La même distance que la première fois. Il a dit, presque comme une constatation, « Votre voix, parfois… » Il s'est interrompu. Je me suis levé lentement. « Vous avez besoin d'un audit discret, pas d'un fantôme. » Il est resté immobile. Puis il a soufflé. « Oui. » Il a reculé. À cet instant, j'ai compris. Il ne cherchait plus un ennemi abstrait. Il cherchait un visage. Et il le voyait déjà. Le lendemain, un article est sorti sur un site économique secondaire. Tension interne chez Valmont Industries, flux financier atypique. Pas de preuves, pas de nom, juste une fissure publique. Delcourt a appelé 3 rédactions en 1 heure. Il a exigé des explications. Personne ne lui en a donné. Dans l'après-midi, il a convoqué son avocat. Le soir, il a quitté Asterion plus tôt que d'habitude. Je l'ai suivi à distance. Il n'est pas rentré avenue Foch. Il a pris la direction de Neuilly, le cabinet de psychothérapie. Je suis resté dehors dans une voiture louée. À 21h12, il est ressorti. Son visage était fermé. Il a regardé autour de lui comme si la ville entière était devenue suspecte. Puis il a sorti son téléphone. Il a composé un numéro. Je connaissais ce numéro. Il appartenait à un ancien responsable sécurité de Valmont. Delcourt parlait bas, mais j'ai lu sur ses lèvres « Retrouvez-le ». Je suis resté immobile. Je n'ai pas accéléré, je n'ai pas fui. J'ai seulement compris que la phase suivante commençait. Ils allaient en chercher un homme qui, officiellement, n'existait plus. Et moi, j'étais à moins de 5 mètres de lui, chaque jour. Le parquet national financier n'apparaît jamais comme dans les films. Il n'y a pas de sirène. Il y a des courriers, des convocations, des demandes de pièces. La chute commence toujours par une enveloppe blanche. Je l'ai provoquée avec méthode. Le vendredi, Delcourt devait dîner à Passy.
Table réservée, 2 journalistes économiques, un député en commission des finances, un décor de respectabilité. À 16h04, j'ai envoyé un paquet de documents à une adresse sécurisée du PNF. Pas un dossier complet, un déclencheur, un tableau de virement, une signature, une mention, nébuleuse. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Les faits suffisaient, non. À 18h22, Mediapart a publié un papier plus frontal. Valmont Industries, soupçon de montage offshore via Luxembourg. Le nom de Delcourt n'était pas encore dans le titre, mais il était dans le corps. À 18h47, son assistante a frappé à mon bureau. « Il vous veut, maintenant ». Je suis entré. Delcourt était debout, téléphone à la main. Sur son écran, une notification. PNF, demande de communication de documents. Il m'a regardé, ses pupilles par été un fixe. C'est sorti. Je n'ai pas demandé quoi. Il a jeté le téléphone sur le bureau. C'est sorti. Il a respiré lentement. Il a parlé comme on récite un plan de crise. On va gérer. On va contrôler la narration. Il s'est approché. Vous allez m'aider. Je l'ai regardé, il a ajouté « Vous êtes propre. Vous êtes extérieur. Vous n'êtes lié à rien. » Il ne savait pas à quel point. À 20h10, il a annulé le dîner. À 21h03, il a convoqué un comité restreint. Pas de procès-verbal, pas d'assistante, pas de traces. Dans la salle, 4 hommes, Delcourt, son avocat, un directeur financier. Moi, il a posé une question simple. Qui a accès à Nébuleuse ? Personne n'a répondu. Le directeur financier a dit « Seulement vous » et l'ancien adjoint. Le silence a duré 2 secondes. Delcourt a fixé la table, puis il a murmuré « Il est revenu ». L'avocat a demandé « Vous en êtes sûr ?» Delcourt n'a pas répondu. Il a regardé vers moi. « Le maire, vous avez une idée ?» Je me suis penché légèrement. « Quelqu'un veut vous isoler. Il faut identifier une fuite interne. » L'avocat a acquiescé. « Oui, un salarié, un rival, un consultant. » Delcourt a serré la mâchoire. Il a dit « Je veux un nom. » Je n'ai pas donné le mien. Je lui ai donné un autre. Un cadre de Valmont. Un homme ambitieux, un profil crédible. Le lendemain, ce cadre a été convoqué. Ses accès suspendus. Son téléphone coupé. Delcourt croyait reprendre le contrôle. En réalité, il coupait ses propres appuis. La semaine suivante, les choses se sont accélérées. Perquisition au siège de Valmont, saisie de serveurs, audition discrète, les médias ont suivi, BFM, France Info, les plateaux du soir. Le visage de Delcourt passait en boucle, accompagné de mots nouveaux. Soupçon, fraude, montage. Il a tenté de sourire. Mais ses pauses étaient trop longues. À Astérion, les associés ont commencé à prendre leur distance. Un déjeuner annulé, un appel non répondu, un silence dans les couloirs. La réputation en France ne s'effondre pas d'un coup. Elle se vide. Un matin, Delcourt est arrivé sans chauffeur. Il a traversé l'accueil seul. Ses épaules étaient toujours droites, mais son regard cherchait des issues. Il m'a appelé dans son bureau. Il avait une enveloppe à la main, convocation officielle. Il a dit « Je vais être entendu ». Je l'ai regardé. Il a ajouté « Je veux que vous veniez ». Ce n'était pas une demande. C'était un réflexe de survie. Je l'ai accompagné jusqu'au parking. La voiture roulait vers Paris, direction le tribunal. Delcourt regardait par la vitre. Il a parlé sans tourner la tête. « Vous savez ce que c'est, la fin ?» Je n'ai pas répondu. Il a continué. « La fin, c'est quand plus personne ne répond. » Son téléphone a vibré. Il a décroché. Silence. Puis, il a blêmi légèrement. Il a raccroché. Il m'a regardé. Ils ont gelé mes comptes. Je n'ai pas bougé. À cet instant, il n'était plus un capitaine d'industrie. Il était un homme en procédure. Le point de non-retour. Nous sommes arrivés devant le bâtiment. Ils seront sortis. Il a ajusté sa veste. Les caméras étaient déjà là. Il a avancé. Je suis resté en arrière. À 10h32, il a franchi la porte. Je savais qu'il ne ressortirait jamais avec la même réalité. Mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Une seule phrase. « Tu crois vraiment que c'est toi qui tiens les fils ?» Je suis resté immobile. Et j'ai compris que la catastrophe n'était peut-être pas seulement la sienne. Il est ressorti à 18h11, pas menotté, pas escorté, simplement vidé de son statut. Les caméras ont capté son visage, les journalistes ont posé des questions. Il n'a répondu à aucune. Il a traversé le parvis comme un homme qui mesure chaque pas. Le lendemain, Valmont Industries a publié un communiqué. François Delcourt se met en retrait dans l'intérêt du groupe. La phrase était neutre. Elle signifiait « terminé ».
Les semaines suivantes ont été une succession de décisions administratives. Conseil d'administration extraordinaire, nomination d'un directeur intérimaire, gel des projets, chute en bourse. Delcourt n'apparaissait plus à la télévision. Son nom n'était plus prononcé avec admiration, mais avec prudence. À Astérion, personne ne parlait de lui directement. On disait « ce dossier »,« cette affaire », comme si le langage pouvait éviter la contamination. Je continuais à travailler, je livrais des rapports, je restais discret. Je regardais l'effondrement se stabiliser. Un matin, j'ai reçu un email du service juridique. « Votre contrat sera prolongé, la direction souhaite vous intégrer durablement. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé marcher sur les quais, près de la Seine. Paris fonctionnait comme toujours. Les joggeurs, les touristes, les cafés, la vengeance parfaite n'interrompt pas la ville. Elle s'insère. À 22h03, j'ai reçu un appel, numéro masqué. Je n'ai pas hésité. « Oui. » Silence. Puis la voix de Delcourt. Plus basse, plus lente. « Vous avez gagné. » Je n'ai pas répondu. Il a continué. « Ils m'ont tout pris. » Pause. « Mais vous êtes encore là. » Je l'ai écouté respirer. Il a dit « Je veux comprendre. » Je n'ai pas donné d'explication. Il a ajouté « Je sais c'est qui vous êtes. » Le silence est resté, puis il a murmuré « Je n'aurais jamais dû vous choisir. » Il a raccroché. 2 jours plus tard, j'ai appris qu'il avait quitté son appartement, avenue Foch, adresse inconnue. Disparition organisée. Les puissants savent se retirer avant la fin officielle. Je pensais que tout était terminé. Puis, une semaine après, un dossier est apparu sur mon bureau. Pas envoyé par email, physiquement. Une enveloppe Kraft, sans expéditeur. À l'intérieur, un acte de naissance, le mien. Je l'ai regardé longtemps. Nom de la mère, inconnu. Nom du père, non renseigné. Puis, une seconde feuille. Jugement de reconnaissance tardive. Daté de 3 mois plus tôt. Signé par un tribunal de Paris. Nom du père, François Delcourt. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas ressenti de vertige. J'ai simplement relu la ligne. Encore. François Delcourt. Tout ce que j'avais détruit appartenait biologiquement à la même structure. L'Empire n'avait pas disparu. Il changeait de propriétaire. Je me suis souvenu de détails. Sa fixation sur moi. Son besoin de me garder proche. Son hésitation sur ma voix. Ce n'était pas seulement de la méfiance. C'était une reconnaissance enfouie. Une réalité enterrée sous les années de pouvoir. Le dernier document dans l'enveloppe était un testament, rédigé chez un notaire à Bordeaux, une clause unique. En cas d'incapacité ou de condamnation, l'intégralité des parts transférables revient à mon nouveau nom, Renaud Lemaire, pas mon ancien, comme s'il avait préparé la continuité, comme s'il avait anticipé ma présence. Je suis resté assis. La vengeance parfaite n'avait pas détruit un homme, elle avait déplacé une succession. Je me suis levé. J'ai rangé les papiers dans un dossier. J'ai éteint la lumière. Dans le noir, il n'y avait pas de morale. Seulement une transmission. Je n'avais pas exposé un père. J'avais remplacé un dirigeant. Et l'entreprise, elle, continuait.